Bonsoir Nathalie. Extrêmement heureuse de vous rencontrer presque en vrai. Oui, presque. Et à défaut que ce soit à la librairie Vice-Versa à Jérusalem, on va avoir le plaisir d'échanger ce soir autour de ce livre formidable, La vie que tu t'étais imaginée, qui a beaucoup plu à mes lecteurs et je ne suis pas en reste. Donc, première question, La vie que tu t'étais imaginée, d'où vient ce titre? Alors, le titre. Le titre, c'est toujours très compliqué. Enfin, en tout cas, pour moi, pour mes romans, c'est toujours très compliqué. Il y a eu un nombre de titres pour ce livre absolument invraisemblable. Il y a eu pendant très longtemps un titre qui était le titre de travail, en fait, mais pendant très longtemps, j'ai cru que ce serait le titre, c'était Pour en finir avec Sissi. Parce qu'au départ, c'était un peu quelque chose qui était un peu un contre Sissi, enfin pas un anti-Sissi, c'est pas vraiment ça, mais quelque chose qui allait à l'encontre de l'image qu'on se faisait de Sissi. Donc pendant longtemps, ça a été pour en finir avec Sissi. Et puis après, le projet, il a beaucoup évolué et au final, je me suis rendu compte que je voulais pas qu'il y ait Sissi dans le titre parce que ça parlait de tellement d'autres choses que j'avais peur d'une part de décevoir les gens qui auraient voulu un livre sur Sissi, l'impératrice, parce que c'est vraiment pas ça. Et en même temps, je ne voulais pas non plus éloigner les gens qui se seraient dit oh là là, un livre sur Sissi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je me disais, des deux côtés, j'allais décevoir les uns, pas intéresser les autres. Donc bon, on a cherché autre chose. Alors après, ça a été très compliqué. Il y avait Splendeur et misère des mythomanes, que j'aimais bien, mais ça ne plaisait pas à mon éditrice. Il y en a eu plein. J'avais des listes de titres, puis ça n'allait jamais. Il y a eu aussi La vie est un roman, mais c'était la dernière phrase du livre. Moi, je n'avais pas envie de la gâcher, enfin de la gâcher, entre guillemets, de la donner. Et puis bref, d'ailleurs, c'est le livre du prochain titre, le titre du prochain livre de Guillaume Musso, donc on a bien fait de pas le prendre. Et puis en fait, La vie que tu t'étais imaginée, c'est une citation donc de James que j'ai toujours eu en tête. Je l'avais mise une fois dans une carte de vœux. Il est temps de vivre la vie que tu t'étais imaginée. Parce que pour moi, ça veut dire qu'il faut vraiment essayer d'aller vivre ses rêves, quoi, d'essayer de vivre par rapport à la vie qu'on se rêve quand on est enfant. Il faut, voilà, je trouvais ça très beau. Il est temps de vivre la vie que tu t'étais imaginée. Et bon, un coup, je l'ai dit à mon éditrice, et ça collait tellement bien, parce qu'évidemment, c'est à la fois, ça parle de moi, de mon trajet vers l'écriture, de mon envie d'être actrice. Bon, ça parle aussi, bien sûr, de cette femme, Caroline Zanardi-Landi, qui se disait la fille de l'impératrice Sissi. Donc, l'avait-elle imaginé ou pas? S'est-elle inventé une vie? Voilà, ça s'adresse à la fois donc à l'un de mes personnages, à moi. Le tu, ça peut se prendre de plein de façons. Enfin voilà. Et puis mon éditrice a dit bah oui, c'est très bien. Voilà. C'était compliqué de trouver un titre qui rende compte un peu des différents thèmes en fait de ce roman, parce qu'il y a beaucoup de thèmes dans ce livre. Donc, C'est un très beau titre et ça m'amène à la question suivante. Donc, une star oubliée d'Hollywood, Elisa Landi, une comtesse, Caroline Zanardi Landi, qui aurait été la fille illégitime de Sissi l'impératrice d'Autriche, une prof de théâtre, Caroline Thomas, rencontrée sur Facebook, et une écrivaine, comédienne, scénariste, vous. Comment tout ceci s'articule-t-il dans le roman? Alors, dans le roman, justement, enfin, ça parle de tout ça. Hein, et donc, en fait, tout commence par Sissi et par cette petite note en bas de page. Enfin, tout commence par ma fascination pour Sissi, mais pas le personnage de Romy Schneider, la Sissi que j'ai découvert dans les livres, en fait. Et très vite, je me suis rendu compte que le personnage était beaucoup plus complexe que le personnage de Romy Schneider. Et donc, j'ai un peu par provocation, un peu par jeu, j'ai lu beaucoup de choses sur elle.
Je vous montre quand même, parce que, en fait, j'ai ma bibliothèque là, voilà, j'ai toutes, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est ma bibliothèque Sissi. C'est à peu près tous les livres que j'ai, parce que je me suis fait une bibliothèque uniquement Sissi. Et ça a commencé par ça. Non, oui, ça a commencé un peu par ça. Mais moi, j'ai découvert Sissi par la lecture. Je n'ai pas découvert Sissi par les films. Ça, je ne l'ai su qu'après, que c'était, donc c'est des Sissi impératrices, etc. C'est en fait d'après les films. Mais c'est quand même les films, et c'est surtout ça, Michel Manol, qui était le vrai visage de Sissi. C'est des romans pour ados aussi, mais c'était déjà une vision un peu plus complexe de Sissi. Bref. Donc, moi, quand j'ai découvert les films de Romy Schneider, après, déjà, je me disais, mais c'est pas du tout. Enfin, on est toujours déçu un peu quand on voit un film après avoir lu le roman. Moi, Sissi, c'est un personnage de roman au départ. Je parle quand je suis petite fille. Et donc, j'ai lu à peu près, je pense, tout ce qui existait. À l'époque, il n'existait pas tant de choses que ça sur Sissi, mais j'ai commencé presque comme une collection. C'était plus qu'une obsession, c'était une collection. Je pense que j'ai à peu près tout ce qui a été publié sur Sissi. Et petit à petit, forcément, il se dessinait une image beaucoup plus intéressante, en fait, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressante. Et, j'ai commencé à écrire j'ai commencé par écrire des pièces de théâtre sur le personnage de Sissi et surtout sur les personnages qui l'entouraient, sa sœur, sa nièce. Alors, je connaissais cette histoire qu'elle aurait eu un enfant secret à Sasto, en Normandie, donc ça m'intéressait forcément parce que c'était la France. Hein, et si j'avais pu trouver la preuve qu'elle avait vraiment accouché d'un enfant secret à Sasto, je me disais c'était formidable. Mais encore une fois, il n'y avait rien sur elle à l'époque, donc très vite c'était une impasse. Je ne pouvais pas. Mais en revanche, je me suis beaucoup intéressée aux personnages qui avaient écrit sur elle, c'est-à-dire sa dame d'honneur, sa nièce. Et j'ai écrit des pièces de théâtre. Comme j'étais comédienne, forcément, je ne m'imaginais pas du tout écrire des romans. Donc, j'ai commencé par écrire des pièces de théâtre, des scénarios où les personnages principaux, en fait, étaient la sœur, la reine de Naples, la nièce, Marie Valerzé, et le personnage de Sissi était un peu comme ça, une espèce de personnage mystérieux en arrière-plan. Bon. Et puis là-dessus, Internet est arrivé et j'ai commencé à trouver plus de choses sur cette histoire de l'enfant de Sasto et notamment sur Elissa Landi, parce que donc la fille de cette comtesse, enfin, oh là là, je m'en mêle, pardon, c'est compliqué de raconter l'histoire comme ça. Et justement, enfin, tout ça pour vous me demander comment ça s'articule. Je me suis rendu compte à un moment que le seul moyen de faire partager mon intérêt pour cette histoire et de raconter l'histoire, c'était de voir moi comment j'avais progressé dans cette histoire, comment j'avais fait la connaissance des personnages autour de l'impératrice, de la nièce notamment, qui elle disait que c'était vrai, qu'elle avait vraiment, que l'impératrice avait accouché d'un enfant secret à Sasso, qu'elle était elle-même allée le chercher, qu'elle avait ramené l'enfant à Vienne, enfin elle accréditait donc toute cette histoire que tout le monde disait, cette femme était une mythomane, Caroline Zanardi-Landi, c'est impossible, Sissi n'est venue à Sasto qu'en 75, or elle est née en 82. Enfin, donc moi j'étais assez convaincue au début aussi que c'était faux. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que la fille de cette comtesse Zanardi-Landi était devenue une star à Hollywood. Mais encore une fois, là, Elissa Landi, on cherchait son nom dans les encyclopédies du cinéma, il n'y avait rien. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, on ne trouvait absolument rien sur elle. Donc c'était vraiment une espèce d'impasse. Jusqu'à ce qu'il y ait les débuts d'Internet et que là, je commence à trouver la première chose que j'ai trouvée sur Internet, c'était un scrapbook, un album de coupures de presse sur Elissa Landi. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé ses livres, parce elle était une actrice de cinéma, mais elle a aussi écrit des livres, des romans. Et puis, j'ai trouvé ses films dans mauvaise qualité. Mais j'ai commencé et je ne comprenais pas pourquoi cette actrice, qui était quand même une actrice très, très connue à l'époque, elle a tourné avec Humphrey Bogart, avec Cary Grant, avec des grands réalisateurs, Cécile B2000.
avait été complètement oubliée. Et l'enquête a pris un tournant complètement différent quand, sur Internet, j'ai trouvé la trace de la fille d'Elissa Landi. Et ça, c'était une rencontre incroyable parce que je lui ai envoyé sur une page Facebook, je lui ai envoyé un mail en disant bon, pourquoi je m'intéressais à Elissa Landi. Elle m'a répondu et ça a été une rencontre incroyable. Tout ça, je le raconte dans le livre, en fait. Et c'est là qu'elle a mis à ma disposition toutes les archives. Et à chaque fois, c'est-à-dire que tout ce roman, en fait, c'est le résultat de plein de versions. J'ai fait plein de pièces de théâtre, et plus ça allait, plus l'histoire s'enrichissait, se ramifiait, et c'était compliqué. Et les gens me disaient, mais tu essaies de mettre trop de choses dans ce... À un moment, il m'est apparu évident que je pouvais en faire qu'un roman, que j'arriverais pas. À chaque fois, je faisais des petites versions en prenant quelques personnages. Une pièce de théâtre, il faut toujours que ça ait pas trop de personnages. Donc, je prenais 5 personnages, un lieu unique. Enfin, à un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête, il faut que j'en fasse un roman. Il faut que j'en fasse un roman, ça brasse un siècle, plein d'époques, plusieurs continents. Ça n'a pas été facile. Et les gens me disaient, mais tu essaies de mettre trop de choses dans ce livre. Tu as 4 livres dans ce livre. Et donc, voilà, je me suis dit, en fait, c'est tellement personnel comme histoire, je ne pouvais pas en faire juste une enquête, il fallait que je me mette au centre de cette histoire et que je raconte comment cette espèce d'enquête a accompagné ma vie et comment finalement, de quelle manière ça résonnait avec ma propre histoire. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'articule simplement. Moi, je suis au départ, je ne pensais pas me mettre dans ce livre, mais ça me semblait évident que c'était ça qu'il fallait raconter. D'autant plus que quand je racontais cette enquête et cette histoire, quand j'en parlais, les gens me disaient, mais pourquoi ça t'intéresse autant? Parce qu'au fond, c'est vrai que, bon, savoir si a eu un enfant à Sasto, bon, en soi, oui, ça ne passionne pas forcément tout le monde. Et c'est vrai que les gens me demandaient, mais pourquoi ça t'intéresse autant? Et voilà, je me rendais compte que ce qui intéressait les gens, c'était plus moi, mon attachement dans cette histoire, donc ce que j'ai décidé de raconter. C'est ça. Donc, bon, deux passions de jeunes filles, Hollywood et Sissi. Sissi découverte par la lecture, extrêmement intéressant, à une époque où peut-être on s'intéressait à Travolta ou au groupe ABBA. Donc, fiction et ou réalité, si on pouvait revenir un petit peu là-dessus, quelle est la part de la documentariste que vous êtes? Vous avez mentionné brièvement que vous avez fait beaucoup de recherches et que Caroline Thomas vous a mis à disposition plein d'archives. Donc, quelle est la part de la documentariste? Je suis pas documentariste, c'est vraiment par accident que j'étais actrice avant tout. J'étais comédienne. Moi, quand j'étais petite, je voulais 2 choses. Quand j'étais petite, je jouais à la princesse. Je jouais à la princesse. Donc, est-ce que je voulais jouer ou est-ce que je voulais être princesse? Bon, je voulais être actrice ou princesse. Je voulais être actrice pour jouer les princesses, sans doute. Mais bon, être princesse, ça me semblait pas simple, hein, de devenir princesse. Donc, j'ai décidé de devenir actrice. Mais je voulais vraiment devenir actrice. Je voulais pas écrire. Mais en même temps, je passais mon temps à lire. Et donc, fiction, réalité, je voulais jouer tous ces personnages. En fait, moi, je rêvais ma vie. Mais je n'étais pas. Bon, le documentaire, en fait, c'est venu. C'était l'idée de faire un documentaire. Enfin, c'était vraiment le documentaire, c'est pas ma documentariste, je sais pas du tout ma fonction principale. Moi, j'étais avant tout comédienne et je suis devenue avant tout auteur de fiction. Mais quand même, vous avez plongé dans des tonnes de cartons d'archives. Ah oui, oui, oui. Mais ça, c'était comme la recherche d'un trésor parce qu'en fait, il y avait plusieurs personnes. Je ne suis pas la première à m'être intéressée quand même à cette histoire. Il y avait donc
Weldon Lloyd, qui avait fait toutes des recherches dans un Américain dans les années 50, et il y avait d'autres personnes avant moi qui avaient eu accès à ces archives, donc qui ont été laissées par Elissa Landi, qui contiennent toute la correspondance entre elle et sa mère. Et moi, ce qui m'intriguait, en fait, dans cette histoire, c'était que, bon, pour résumer les choses quand même, donc Caroline Zanardi Landi a publié ce livre en 1914 en Angleterre. À l'époque, ça a été assez bien reçu, elle a eu de très bonnes critiques, les gens trouvaient ça quand même très troublant. C'est vrai que ce livre est très troublant, parce que elle raconte, elle ne dit pas « je suis la fille, on m'a dit que j'étais la fille de l'impératrice d'Autriche ». Elle raconte vraiment une enfance passée avec des visites de l'impératrice, des grandes conversations. L'impératrice a été assassinée donc en 1898, Caroline avait 18 ans. Ouais. Donc, ça dépend si elle est née en 82 ou en 79, mais bon. Elle raconte des longues conversations avec l'impératrice, elle raconte extrêmement de choses sur la cour d'Autriche, c'est quelque chose de très documenté, c'est-à-dire qu'on se demande vraiment, quand on le lit, c'est très troublant. Je viens de le relire là en français, parce que justement, jusqu'ici, il n'existe qu'en anglais, mais j'ai trouvé dans des épreuves du livre en français qui a été en plus interdit en France et interdit en Italie, ce qui était aussi très troublant. Pourquoi est-ce qu'il voulait absolument interdire ce livre, La cour d'Autriche? Il a été publié à un moment où l'empereur était encore vivant. François-Joseph est mort en 1917. Donc, en 1914, le London Times, le Times de Londres, écrit une très bonne critique en disant ce livre est quand même très troublant. Bon. Et en fait, dans les années 20, à Londres, tout le monde, elle vit à Londres, Caroline Zanardi Landi, tout le monde la croit. J'ai trouvé dans la correspondance de Proust, Sidney Schiff écrit « J'ai rencontré aujourd'hui cette comtesse Zanardi Landi qui prétend être, entre parenthèses, et je la crois, la fille de l'impératrice d'Autriche. » Bon, donc, tout le monde la croyait, en fait, cette histoire. Et quand Elissa Landi a commencé à faire du théâtre à Londres dans les années 20, il y avait aussi plein de presse qui disait « petite fille d'une impératrice ». Bon. Tout ça, je ne le savais pas, hein, j'ai découvert dans les archives, parce que tout ça, c'était oublié. Et quand elle est venue à Hollywood, quand elle a été appelée à Hollywood, là, en revanche, les journaux People de l'époque, puisque c'était l'époque des premiers journaux People, se sont emparés de l'histoire. Il y a eu des articles qui sont parus, Elissa Landi, petite fille, granddaughter of an empress. Et ça, ce sont les articles que j'ai trouvés dans ce scrapbook que j'ai trouvé sur eBay dans les années 90 par là. Et c'est vrai que là, d'un coup, c'était de trouver ça, c'était la conjonction mes deux passions d'enfant, quoi. Je voulais être une star de cinéma, parce qu'en fait, c'était ça, hein, je voulais être une actrice. Je voulais faire du théâtre, mais je voulais aussi surtout devenir une star de cinéma. Donc moi-même, j'ai fait une carrière à Hollywood beaucoup moins brillante que celle d'Elissa Landi, mais voilà, cette espèce de conjonction, voilà, c'était un personnage, je me disais, c'est incroyable cette histoire, et personne n'avait raconté cette histoire. Et moi, c'est plus en tant qu'auteur, je dirais, que documentariste, que je me suis dit, je veux raconter cette histoire. Et alors, quand l'histoire est sortie à Hollywood, parce qu'Elissa Landi, quand elle est arrivée à Hollywood, elle refusait d'en parler. Et la Fox, parce qu'elle était arrivée à Hollywood, on voulait en faire, donc elle avait été engagée par la Fox, et on voulait en faire la Garbo Dietrich de la Fox. C'était à la même époque que Garbo, et les grands studios avaient chacun sa star, et la Fox a engagé Elissa Landi en voulant en faire, on l'appelait la Garbo Dietrich de la Fox. Et elle refusait, dans sa biographie, que j'ai trouvée aussi là dans les années 80 à Los Angeles, elle refusait de discuter de sa famille, de ses ancêtres. Et donc, elle ne voulait pas du tout communiquer là-dessus, en parler. Et en fait, quand la presse People de l'époque a quand même sorti l'histoire, elle a dit qu'elle croyait sa mère. Donc, je me disais, en fait, c'est quand même quelque chose de fou, parce que soit elle croyait à l'histoire, soit elle croyait que sa mère était mythomane. Et c'est ça, en fait, qui m'intriguait. Je voulais savoir, mais qu'est-ce que Elissa Landi pensait de cette histoire? J'étais convaincue que l'histoire était fausse.
mais quand même, je savais qu'Elissa Landi était très proche de sa mère, elle l'a fait venir auprès d'elle à Hollywood, bon, ça m'intriguait. Et donc, quand j'ai rencontré Caroline Thomas, la fille d'Elissa Landi, et que je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle croyait à l'histoire, que sa mère avait cru à l'histoire, que tout le monde croyait à cette histoire, et qu'il y avait des cartons d'archives donc dans ce garde-meuble de New Paltz, dans l'État de New York, et que la preuve se trouvait là-dedans parce que une personne en particulier, une historienne anglaise qui avait travaillé sur ces archives, qui avait à Windsor, qui avait travaillé pendant des années et qui était morte avant d'avoir publié son livre, mais elle était convaincue que c'était vrai. Et donc, la preuve se trouvait dans ce garde-meuble. Et alors, évidemment, je me disais, je ne croyais pas à l'histoire, mais je me disais, mais si jamais, en fait, tout le monde se trompait. Entre-temps, il y avait quand même eu l'histoire de Mazarine Pinjot. Bon, encore récemment, il y a l'histoire d'Albert en Belgique, les enfants illégitimes, les enfants secrets. C'était finalement, je me suis dit, c'est pas si impossible que ça. Enfin, ça semble impossible, mais et puis il y avait la reine de Naples, donc la sœur de l'impératrice, dont je m'étais rendu compte que, en faisant des recherches aussi, et que c'est un personnage complètement oublié, mais la reine de Naples, et pourtant elle a eu une vie incroyable, même presque plus intéressante que celle de Sissi. Mais Sissi est devenue un personnage de fiction, en fait, et la reine de Naples, non, sauf dans Proust, c'est quand même un personnage de la recherche du temps perdu, mais elle a un petit rôle, disons. Donc, et la reine de Naples, elle a eu un enfant illégitime. Ça, c'est sûr. Donc, je me disais, après tout, si la sœur, qui était quand même d'Élisabeth, qui était quand même reine de Naples, a eu un enfant illégitime, c'est peut-être pas si impossible que ça, une enfant élevée en secret. D'un coup, je me suis dit, bah, après tout, peut-être que c'est vrai. Et la preuve, voilà. Donc d'un coup, ça a évidemment relancé complètement mon intérêt. Je me suis dit, si jamais j'étais la première à découvrir qu'en fait, voilà, c'était, je vais trouver la vérité sur l'enfant caché de Sasto. Donc la première partie du livre, pour en revenir à votre question, je m'égare un peu, mais la première partie du livre raconte en fait la première partie de mes recherches, c'est-à-dire qui s'est faite essentiellement à travers les livres en fait, que j'ai lus avant ma rencontre avec Caroline Thomas. Ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment l'enquête, c'est le moment où je rencontre Caroline Thomas et je découvre toute cette correspondance. Et donc, à la fin de la deuxième partie, on a plus ou moins la solution de l'énigme. Sauf que en fait, en fouillant dans ces cartons et dans ces archives, j'ai découvert les personnalités de ces deux femmes, Caroline Zanardi-Landi et sa fille Elissa Landi. Et je suis tombée, mais littéralement amoureuse d'Elissa Landi parce que c'était une personne enfin, très intelligente, très cultivée, pleine d'humour. Et sa fille ne l'avait pas du tout connue puisqu'elle est morte très jeune, elle est morte à 44 ans, laissant une petite fille de 4 ans, Caroline Thomas, donc qui n'avait aucun souvenir d'elle et qui en souffre encore. Enfin, elle a 75 ans, mais c'est toujours quelque chose qui a vraiment pesé sur sa vie. Et, et là encore, le projet et j'avais envie de lui raconter sa mère, en fait, de lui raconter qui était sa mère. Et donc, ça, c'est la troisième partie, c'est le roman d'Elissa, où c'est vraiment, où je fais d'Elissa un personnage de fiction et je raconte ses premières années à Hollywood. Parce qu'en fait, je pense que c'est la seule manière finalement de rester un peu dans les mémoires. Si Elisabeth, l'impératrice Sissi, est tellement présente, enfin, dans l'imaginaire des gens, c'est bien parce qu'elle est devenue un personnage de fiction. Si la reine de Naples est complètement oubliée, c'est parce qu'on n'a jamais... voilà, on meurt, on est oublié, et le seul moyen de rester un peu plus, de durer un petit peu, c'est d'en faire... voilà, donc j'ai fait d'Elissa Landi un personnage de roman, pour que sa fille puisse le lire. Et puis, en même temps, moi aussi, je me suis mise dans le roman et je suis devenue aussi... voilà. Donc,
un personnage Alors là, je crois que vous répondez dans l'histoire. parfaitement. Vos lecteurs dans ma librairie m'ont posé 2 questions. Ils ont été très frappés par cette phrase quand on ne connaît pas sa mère, on ne comprend pas le sens de sa vie. Donc là, vous venez d'y répondre tout à fait magistralement et le livre y répond de toute façon très magistralement. Mais même si vous avez déjà partiellement répondu, je reviendrai quand même sur leur deuxième question. Pourquoi Nelly Allard a-t-elle choisi de parler à la première personne? Oui, alors ça, je crois qu'effectivement, j'y ai répondu parce que au bout d'un moment, je ne voyais pas comment déjà j'avais besoin de prendre le lecteur par la main pour l'emmener dans cette histoire. Parce que, vous voyez, quand j'en parle comme ça, déjà, j'ai tendance à me perdre. Enfin, parce Ah qu'il non, y a. Non, ah bon, bah, je sais pas, moi j'ai l'impression de m'en mêler, mais c'est parce que c'est tellement. Je me suis dit, finalement, le seul moyen d'emmener le lecteur dans cette histoire, c'est de lui faire partager petit à petit mes découvertes et tout ça. Mais c'est vrai que ce sont les échos, ça c'est presque la quatrième partie, parce que le livre est en 4 parties, donc là j'ai parlé des 3 premières, et dans la quatrième, c'est là où je vois, où je raconte en fait toutes les coïncidences de plus en plus troublantes. Enfin, parce que bon, c'était effectivement, Elissa Landi était actrice, elle avait fait une carrière à Hollywood, et moi j'étais comédienne, et je suis allée à Hollywood, mais au-delà de ça, elle écrivait des romans, et moi je suis devenue romancière aussi. Et il y avait tellement de résonance quand je me suis rendu compte que le restaurant où j'allais tout le temps quand j'étais à New York, c'était quand même en bas de l'immeuble où habitait Caroline Thomas à l'époque, 10 ans avant que je la rencontre, même plus que ça, 20 ans avant que je la rencontre. Quand je me suis rendu compte que Elissa Landi avait choisi à peu près le même nom de personnage pour son premier roman que moi pour mon premier scénario, des choses comme ça devient cosmique, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne crois pas à la réincarnation, mais il y avait des espèces de résonances comme ça où je me disais, c'est fou, quoi. Bon, en même temps, voilà, je n'en tire aucune conclusion, sauf que je le dis, et c'est un peu une pirouette, mais dans le livre, je dis, j'étais arrivée à la conclusion que je ne savais pas quel lien m'unissait à cette histoire, mais que j'avais acquis la certitude que nous étions des personnages du même roman. Et voilà. Donc, il fallait que je me mette évidemment dans le roman, voilà, pour écrire ce qui était encore, voilà, mon itinéraire, la manière dont, parce que même la manière dont Caroline Thomas m'a accueillie, enfin, je vais à New York, je suis dans la chambre de sa fille, enfin, je me suis, je le dis à la fin du livre, mais c'est d'autres familles venues à moi par la force de mon imagination et pourtant bien réelle. Donc c'est ça, c'est la force de l'imagination en fait. Comment, en essayant d'inventer une histoire, on finit par se construire une vie, changer la vie d'autres personnes. Voilà, c'est cette espèce de va-et-vient complètement fou entre fiction et réalité. Réalité. Alors, la presse est unanime, et pas seulement la presse, les libraires aussi et les lecteurs aussi. Vous êtes une romancière éblouissante. Êtes-vous devenue la grande actrice de votre propre vie? Alors, je ne sais pas si je suis une actrice parce que chaque Non, fois, la grande actrice de votre propre vie. ouais, l'actrice de ma vie, je sais pas, la romancière de ma vie sûrement. La romancière de ma vie, je pense. L'actrice, je crois vraiment, en fait, maintenant j'ai la conviction que c'était une erreur totale pour moi. C'était totalement une erreur. Je n'étais pas du tout faite pour être actrice. J'ai pas du tout. Euh, Même quand je suis passée l'autre jour à cette émission à la Grande Librairie, j'en étais malade après de ne pas avoir dit ceci, j'aurais dû dire cela, j'ai toujours, et que c'était quand j'étais comédienne, c'était pareil. Je passais mon temps à répéter la scène que je venais de jouer. Enfin, moi, je suis quelqu'un j'ai besoin de revenir, j'ai besoin de reprendre, de lire le matin ce que j'ai écrit la veille. Et c'est pour ça que je dis que la fiction est là pour réparer un peu la vie. C'est-à-dire que d'un coup, dans la vie, il y a trop de choses qui se passent. On ne comprend pas toujours pourquoi les gens font ci ou ça. Et dans la fiction, tout est logique, en fait. Enfin, ça permet de bien de réécrire les choses de manière compréhensible, en fait, parce que
c'est pour ça que j'ai écrit un roman aussi, parce que ce qui restait quand même très troublant dans ce mystère, c'était pourquoi Caroline Zanardi-Landi, si elle a inventé cette histoire, pourquoi elle a inventé cette histoire? Et Caroline Thomas, qui est prof de théâtre, me disait qu'il a beaucoup bien travaillé son Shakespeare, disait toujours un personnage n'agit jamais sans motivation. Et c'est vrai, moi je suis scénariste, voilà, un personnage, il faut qu'on comprenne pourquoi il fait, sinon on n'adhère pas à une fiction. Et c'est en ça que la fiction, je dis, est bien supérieure à la vie, parce que dans la fiction, tout a un sens. Un personnage, il agit pour une raison, il a un objectif, alors que souvent, voilà, dans la vie, c'est difficile, on comprend pas toujours. On comprend pas toujours. La vie est une espèce de chaos. Et donc, moi, j'aime bien l'idée d'être la romancière de ma vie. Effectivement, dans ma vie, je peux démêler plein d'histoires. Voilà, en tirant un fil. Alors là, dans ce roman-là, c'est le fil, effectivement, l'enfant de Sasto, où je raconte ma vie, comme si, alors évidemment, on me dit cette obsession, c'est pas vraiment une obsession, mais comme je ne parle que de ça à peu près dans le livre, effectivement, on peut penser que j'ai passé ma vie qu'à ça. Mais non, j'ai fait d'autres choses, mais je ferai d'autres livres, hein, où ce sera toujours ma vie, mais ce sera un autre fil. Voilà. La vie que vous vous étiez imaginée. En tout cas, la vie que tu t'étais imaginée est un grand succès de lecteurs à Jérusalem. Et je pense qu'il Mais sera, je parle d'Israël, pourquoi seulement à Jérusalem, mais ouais, mais ça me fait très plaisir. nombreux ce soir à être là et à vouloir vous poser des questions. J'ai été ravie d'échanger avec vous et vraiment bravo pour ce magnifique, magnifique roman. Ben, merci beaucoup à vous et moi aussi je suis tellement heureuse de rencontrer, même si je ne les vois pas malheureusement, mais de rencontrer des lecteurs, ça nous a tellement manqué, enfin ça m'a tellement manqué depuis la sortie de ce livre, parce que c'est vrai qu'on vit pendant 2 ans, 3 ans, et celui-là, j'en parle même pas, c'est encore plus d'années à écrire en pensant au lecteur. Et puis, c'est la récompense après quand le livre est sorti, et normalement d'aller voilà, d'aller avoir des retours. Et là, c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir aller dans des salons, dans des librairies. Heureusement, merci Frédéric de Guelt d'avoir organisé. Merci à vous. Et alors, même si on ne va pas pouvoir signer ce soir, vous n'allez pas pouvoir signer devant vos lecteurs, on fait un deal l'année prochaine à Jérusalem. Ah, ben, alors là, avec grand, grand plaisir. Absolument. Merci beaucoup. Merci Alors, à vous. Nathalie, tu ne quittes pas tout de suite, hein, tu auras le mot de la fin. Moi, j'ai des petites questions, mais en tout cas, je félicite Nelly parce qu'en fait, elle a répondu à quasiment toutes les questions qu'on m'a posées. Donc, ça, c'est donc, je ne vais pas les reposer, mais j'en ai quelques-unes différentes. Il y a des personnes qui s'interrogent sur votre travail par rapport au temps de recherche. Est-ce que ça a été très long et combien de temps en tout pour écrire ce livre? D'écriture proprement dit. Je dirais d'écriture 3 ans, mais pas tout le temps, à plein temps non plus. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, j'avais écrit des pièces de théâtre avant. Je pensais en fait m'en servir beaucoup plus. Donc j'ai commencé en fait en me servant beaucoup plus. Et puis en fait, j'ai enlevé des choses que j'avais écrites avant. Mais donc c'était comme une espèce de chose, j'écrivais. Et puis en même temps, j'enlevais des parties entières en me disant non, ça va pas. Et puis on écrivait des nouvelles. Et donc c'était une espèce de chose qui grossissait et puis qui se défaisait par d'autres, dans l'autre sens. Mais donc disons que voilà, 3 ans d'écriture, mais je faisais aussi d'autres choses à côté. Hein. Je ne faisais pas que ça. D'accord. J'écrivais Quand dans le roman, vous rentrez dans la fiction, est-ce que ça a été compliqué pour vous ou ça s'est fait naturellement? Est-ce qu'il y a eu des contraintes de passer de la réalité à la fiction? C'est pas de passer de la réalité à la fiction, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à écrire en écrivant, parce que comme j'étais comédienne, comme tous les comédiens, comédiennes, on a envie de s'écrire des rôles. Donc, j'ai commencé à écrire. Je ne m'imaginais pas romancière au départ, donc forcément, j'ai commencé à écrire des choses que je pourrais jouer, pièces de théâtre ou scripts de films.
Et ça, alors pour le coup, c'est extrêmement contraignant. Les contraintes théâtrales, il faut peu de personnages, des lieux autant que possible uniques, unité de temps, c'est encore mieux. Les scénarios, c'est pareil. Moi, tout ce que j'écrivais, c'était toujours beaucoup trop cher parce que c'était historique. Et, euh, et d'un coup, quand j'ai découvert, justement, quand j'ai commencé à écrire des romans, euh, j'ai trouvé que c'était une liberté incroyable. C'était justement, c'était d'un coup, on pouvait se balader dans le temps, donc je trouve que l'écriture romanesque est justement, j'ai trouvé un sentiment de liberté incroyable par rapport à toutes les écritures que j'avais En faites tout cas, avant. nous, on est ravis de vous avoir en littérature. Hein. C'est peut-être le cas au cinéma, mais nous, on est vraiment ravis. Hein. Je ne sais pas ce qu'on dira ma consoeur, mais juste une question sur le comment. Est-ce que quand vous concevez un personnage dans vos scénarios et dans vos livres, c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? Est-ce que vous avez une écriture différente pour l'approche des personnages? Oui, ben là, en l'occurrence, les personnages, ils sont tellement inspirés de la vie réelle. Moi, j'ai longtemps pensé que j'avais aucune imagination. Euh, donc, et en fait, je me rends compte, l'écriture de scénario, mais je me rends compte qu'en fait, si j'y arrive, j'arrive à inventer des personnages qui sont pas. Pendant longtemps, j'étais pas sûre. Je me disais que je m'inspirais beaucoup. Mon premier roman était très très autobiographique. Euh, Celui-là est inspiré vraiment de gens, même si j'appelle ça le roman d'Elissa, parce que je me mets dans sa tête. À partir du moment où on va dans la tête des gens, ça devient du roman. Mais c'est quand même très inspiré de sa correspondance, c'est très inspiré de ses lettres. Et en fait, heureusement que j'ai des scénarios à côté, parce qu'en fait, je me rends compte que si, j'arrive très bien à inventer à inventer des personnages. Euh, je pense qu'on n'est jamais, euh, on n'est jamais libre. Enfin, on a toujours énormément de contraintes dans le. Soit sont des contraintes données par les contraintes scénaristiques, soit ce sont des contraintes liées à la réalité, parce qu'on ne veut pas raconter non plus n'importe quoi sur des personnages qui ont existé. Mais il n'y a pas d'art sans contrainte. Mais il y avait dans le bureau d'Henry Jaglom, le réalisateur avec qui j'ai tourné aux États-Unis, il y avait une citation d'Orson Welles qui disait The enemy of art is the absence of limitation. Le plus grand ennemi de l'art est l'absence de limitation. Donc je pense que les contraintes sont souvent très très positives en fait. J'ai une autre question. Qu'y a-t-il de commun entre une comédienne et un auteur? Alors, effectivement, les deux se glissent dans un personnage, dans les deux cas, mais est-ce qu'il y a d'autres points communs importants pour vous? Ah oui, 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 je pense enfin, en tout cas, par exemple, pour écrire des dialogues, c'est clair que c'est très proche du travail d'improvisation quand on est comédien. C'est-à-dire qu'on a un personnage, on a une situation et on doit imaginer ce que dirait un personnage. L'avantage, évidemment, quand on est scénariste, c'est qu'on joue absolument tous les rôles. Et ça, là encore une fois, c'est une liberté. Je sais que dans mon deuxième roman, Moment d'un couple, il y a certains chapitres qui sont vus du point de vue où je suis dans la tête de Olivier, le personnage masculin. Et ce sont les personnages ce sont les chapitres que j'ai eu le plus de plaisir, où je me suis plus amusée à écrire, à me mettre dans. En fait, voilà, c'est très plaisant. Enfin, en tant qu'actrice, on est toujours bon, déjà, on a tendance à être un peu catalogué dans un certain type de personnage, mais en tout cas, quand on est une femme, on a l'âge qu'on a et on n'en sort pas, quoi. On vous demande rarement de jouer un vieux monsieur. Bon. Donc, de ce point de vue-là, l'auteur, voilà, ça permet d'aller partout. On peut être un enfant, on peut être. Alors, je vais moi j'ai fini pour les questions, je vais juste vous transmettre plein de messages. Les participants ont vraiment vous ont écouté avec passion. Ils vous remercient parce que certains ont vraiment envie d'aller acheter votre livre. Donc, vous voyez, les rencontres virtuelles font aussi des actes en librairie plus tard. Donc, je vais laisser le mot de la fin à ma consoeur et puis moi je reviendrai parce que j'ai des petites annonces à vous faire. Donc, Nathalie, je te laisse le mot de la fin avec Nelly. D'accord.
Alors voilà, je suis absolument ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Et je Merci. terminerai sur un sujet qui est cher aux libraires de l'étranger parce que nous ne travaillons pas que pour les francophones. Votre livre, je crois savoir qu'il sera traduit en anglais. Est-ce qu'il y a d'autres traductions prévues? Alors pour l'instant, pas que je sache. Voilà, mais j'espère bien. Enfin, moi, je serais vraiment très triste qu'il ne soit pas lu euh, et en Europe ou même parce que bon, c'est quand même un personnage, Elisabeth d'Autriche. Il y a encore plusieurs séries en projet sur elle. C'est un personnage tellement connu, et puis Hollywood et tout ça, je trouve que quand même, enfin, je serais très triste que ce soit pas lu ailleurs qu'en France. Voilà. En tout cas, la traduction Alors on attend avec anglaise, je m'en impatience. occupe. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, donc je rappelle aux personnes qui nous ont écoutés que le livre de Nelly Allard, La vie que tu t'étais imaginée, est sorti chez Gallimard en janvier. Donc, je vous engage, maintenant que les librairies sont toutes ouvertes, allez chez votre libraire dès demain, ou si vous avez le temps là maintenant, d'aller vous procurer ce livre, parce que c'est vraiment un régal. Merci beaucoup, Nelly, de nous avoir Merci accordé Nathalie. rencontre. Je voudrais rappeler que demain, on se retrouve à 19 heures, heure française, donc 20 heures pour nos amis israéliens, puisque Nathalie sera là en partenariat, puisque j'aurai la chance d'animer la rencontre moi-même et je recevrai Alexandra Schwarzbrod pour son livre Les Lumières de Tel Aviv qui sont sorties aux éditions Rivage. J'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Le site internet est enfin en ligne. Pour le trouver, vous écrivez juste unendroitoualler.com, mais sauf que le 1, c'est le chiffre 1. Voilà. Et vous allez pouvoir retrouver les replays des rencontres que vous avez Ah, loupées. super. Voilà. Donc, elles sont pas toutes elles arrivent au fur et à mesure. Donc, Nelly, la vôtre, elle sera dans 2 ou 3 jours en ligne, mais voilà. Ah, ben, génial. C'était ça que je voulais vous Super. annoncer. En tout cas, je vous remercie, mesdames. Donc, je vous dis à demain pour les autres. Attention, on va se quitter. Ça va être un peu violent après toutes ces belles Ouais. On va se retrouver dans le noir. Donc, Merci à vous. je vous Merci à embrasse et puis je tous. vous dis à bientôt. Et Nathalie, à demain. À Au revoir. demain. Au revoir. Au Au revoir. revoir.